Et puis je vais faire un petit stream très très rapide, c'est sur le delete d'un 7900X. Mais ça va pas être en mode trop blabla, ça va juste être pour montrer un petit peu comment on fait quand on est un peu pressé. Donc l'idée, voilà, ça va être de delete d'un 7900X que j'ai reçu. C'est une personne, je sais pas s'il m'a contacté avec Twitch ou avec Facebook, une personne qui m'a demandé si je pouvais delete son processeur. Donc là aujourd'hui je vais essayer de faire ça vite fait. Donc l'idée c'est de le mettre sur la config, de vérifier qu'il boot, regarder un coup les températures en charge avant de le delete pour avoir une base de référence. Et puis dès que ça c'est fait, donc dès que j'ai une température, je démonte, je le passe dans l'outil, je le décapse, je le nettoie, je mets de la conductone haute, je le recolle. Et puis après je ferai sans doute la part 2 demain parce qu'il faut le laisser sécher 24 heures. Donc voilà, c'est l'idée du stream. J'ai juste encore deux trois petites bidouilles à faire et puis je pense que je suis prêt d'ici 2-3 minutes. Vu que je l'ai annoncé nulle part, il y aura sans doute pas grand monde sur le stream, mais l'idée c'était juste voilà, de vous présenter comment ça marche et puis de vérifier que niveau technique ça se passe bien. La dernière fois j'ai eu des petits soucis de lag, donc voilà, c'est pour voir tout ça. D'ailleurs, si jamais tu ou les quelques personnes qui sont là, voyez que ça lag ou que le son est pas bon, n'hésitez pas à me le dire n'hésitez pas à me le dire dans le chat, juste que je puisse voilà, le fixer, parce que j'arrive pas à trouver d'où vient le problème. Alors on m'a dit que c'était peut-être mon IGP, parce que même si j'ai des cartes graphiques plein les placards, je tourne avec un IGP sur le PC, et on m'a dit que peut-être l'IGP était un petit peu limite pour faire et le rendu des 3 cams plus l'acquisition de celle-ci, donc là c'est le processeur qui gère ça, plus l'affichage dans OBS, l'affichage dans mon navigateur internet, etc. Donc voilà, je sais pas trop. Le CPU, lui, il a l'air de tenir le coup. Au pire, je vais recloquer mon CPU, c'est pas un drame. Mais voir si ça tourne ou pas, parce que le débit il change quand même, fluctue quand même pas mal et ça ne doit pas venir de ma connexion internet parce que la connexion est solide. Donc malheureusement, j'y connais pas grand chose en Twitch, donc là je peux pas. Je sais pas quoi y faire, quoi. Voilà. Si vous avez des questions donc, sur le délit des 7900X ou le délit de n'importe quel CPU, je pense que j'ai à peu près délidé tout ce qui existe en termes de CPU, j'ai même fait des cartes graphiques, donc normalement je m'y connais pas mal. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser-les et puis j'y répondrai rapidement. Quoi. C'est Cannes qu'elle doit couper, hein. Alors je suppose que c'est toi qui as mis un petit coup de tronçonneuse. Je n'étais pas sous ce pseudo-là sur Facebook, mais content de te voir avec nous. Yo, Kraf, aïe aïe, c'est parti pour les pseudos chelous là. KRKN. Parfait pour le moment le live. Ouais, bah, j'espère que ça tournera bien. On va attendre encore une petite minute. L'horaire est un petit peu chelou, enfin tu vois, 15h39, c'est juste parce que comme c'est pas du tout planifié, c'est juste je dois le faire, puis je me suis dit bah, autant faire profiter un peu les gens. Niveau pâte thermique, on va pas utiliser un truc de folie non plus. J'ai fini les modifications pour le Waterblock Asus. Là, je sais pas si vous vous souvenez le dernier live que j'ai fait où j'étais avec Tedeus, où j'ai parlé que j'allais modifier un Waterblock Full Cover EK pour Rampage 6 Extreme, histoire de le rendre compatible avec le Direct Die. Donc je l'ai fait, j'ai utilisé ça. Normalement, il y a un petit article qui viendra dessus. Et puis, comme il me reste un petit peu de pâte thermique du bloc, je me dis autant la finir, vu que c'est un test en A blanc qui sert à rien du tout. C'est pas pour faire un overclocking ou quoi que ce soit, c'est juste pour voir si le CPU fonctionne. Donc je vais partir là-dessus. Quoi. Yop, Greg. Monsieur Wizerty, est-ce que vous êtes vraiment prêt ou j'ai le temps de faire un petit footing? Non, là ça a l'air de marcher, Greg, tu peux rester si tu veux. Après, toi, je sais pas si le stream va t'intéresser, tu dois connaître déjà le domaine et puis de toute façon, tu es trop pauvre pour acheter ces CPU là. Mais si tu veux rester, t'es le bienvenu. C'est un 7900X que je délite ouais, pour une personne qui m'a demandé. Je crois que c'est à travers Facebook. Sinon, au niveau de la config, on aura. Je vais essayer de vous faire pivoter un petit coup. Là sur la table, en termes de matos, hein, il y a l'outil pour des leads, le tournevis, ça sera pour rechanger, parce que là, une fois qu'on a des leads, on va le recoller. C'est pour ça aussi que je fais le stream, parce que généralement, je ne recolle jamais mes CPU, donc là, pour une fois, je vais pouvoir vous montrer comment on fait le recollage. Donc le tournevis, c'est pour démonter le X qui va servir à recoller le CPU, il y a le CPU, il y a l'outil pour des leads, la pâte thermique, et puis de quoi recoller le pros. Enfin voilà, on va balayer un petit coup ça dans la demi-heure qui vient. Je pense qu'en une demi-heure, ça sera fait, il faut normalement pas beaucoup plus. Euh, ouais. Et puis au niveau de la config, au niveau du matos, hop, on va avoir donc là, c'est une Rampage 6 Apex.
Je fais souvent des streams sur les MSI parce que j'en ai eu beaucoup en X299 des MSI. Donc généralement je suis sur du X299 X-Power. Là, ce coup-là, ça va être la Rampage Apex. On va avoir les castings de Trident Z qui tournent en 4000 C19. Normalement, ça boot assez bien en XMP, il n'y a vraiment pas de souci. Et puis en termes d'alim, on a toujours la Cooler Master, Master Wattmaker de 1500 watts. Et puis le water cooling, c'est un Cooler Master aussi, c'est le Master Liquid Maker, je crois, de 240. Enfin voilà, après le water cooling, c'est pas. Là, vu encore une fois qu'on cherche juste à vérifier si le CPU fonctionne, c'est pas, ce sera pas l'objet du stream, quoi. Une question sur. Attends que j'essaye de remettre ça en place. Hop. Alors, vas-y. J'ai le. Là. Itsuki qui demande Plop Bablop. McGonja, Wizerty, tu as vu les news sur la nouvelle plateforme X599 pour Intel, tu en penses quoi? Bah non, vas-y, dis-moi, parce que je t'avoue que j'ai pas regardé les news sur cette plateforme, donc si t'as des infos, je suis preneur. Donc vas-y, envoie. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? 2500 corps, un IHS sous les deux côtés. Blackhawk JM qui salue à tous. Eh ben salut. Est-ce que le CPU fonctionne? Telle est la question. Ah bah ça. Alors c'est pour ça aussi parce que quand je fais des délits, donc j'ai un petit tarif de délit. Et puis j'ai le délit tout simple où tu prends le CPU, tu l'ouvres. Ou ça en gros je le fais gratuitement. Tu viens à la maison, je te le délite, ça prend 2 secondes. Je vais pas faire payer pour ça. Et puis souvent je dis aux gens que je préfère tester le CPU avant et après. Donc pour vérifier les températures, vérifier qu'il fonctionne, etc. Et c'est aussi pour ça, parce que éviter de délider un CPU qui fonctionne pas, puis qu'après on dise c'est moi qui l'ai tué, ça m'est arrivé une fois, et je suis content parce que je me suis aperçu avant de le délider, la personne qui avait le CPU l'avait mis à l'envers dans le socket, sauf qu'il me l'avait pas dit à ce moment-là, hein, forcément. Et donc quand j'ai reçu le CPU, je m'en suis aperçu juste avant de faire le délide, il y avait le PCB qui était tout fendu sur tout le long là, et forcément si je l'avais délide, je pense qu'il explosait. Euh, et pourtant, il fonctionnait encore le CPU, mais juste le PCB il était cassé en deux quoi. Donc ouais, maintenant j'essaie de faire une inspection un petit peu plus poussée avant de le délide parce que du coup le gars lui quand il l'a envoyé il avait pas vu qu'il l'avait endommagé en le mettant à l'envers dedans. Et après moi quand je l'ai pas délide et puis que je lui ai renvoyé en lui disant de toute façon je touche pas à ça, c'est là qu'en dégrossissant je lui disais sûr que tu l'as pas mis un jour à l'envers dans ton socket parce que ça correspond exactement à l'angle du socket où il est cassé. Puis c'est là qu'il m'a dit si si. Donc ouais des fois il faut mieux vérifier le processeur quoi. Bon bah allez, on va partir. Donc bonjour à tous, l'objet du stream d'aujourd'hui c'est, comme je vous l'ai expliqué en rapide, de délit d'un 7900X pour une personne qui voulait que je lui fasse. Alors je sais pas s'il a pas l'outil, s'il a pas les compétences, s'il a pas le temps, enfin je sais pas. Toujours est-il que le CPU est chez moi, donc c'est un 7900X, on va le délit d'aujourd'hui, et puis on va le recoller. Donc c'est pour ça que le stream est un petit peu particulier aujourd'hui, parce que je crois que dans tous mes streams de délit, je les recolle jamais. Donc là vous allez pouvoir voir un petit peu à quoi ça correspond. Donc on va partir direct sur le montage de la config. Hop. Alors, un angle de vue à peu près potable. Alors. Donc quand vous mettez le CPU dans le socket, hein, comme je racontais, je vais essayer de bouger un coup mon micro. Et bien là mon poulet. Ouais, donc comme je vous racontais, quand vous mettez le CPU, faites attention, surtout que ces CPU, ils sont écrits à l'envers, donc il faut mettre l'écriture, enfin c'est pas très logique, c'est pas dans le bon sens. Mais voilà, si jamais vous fermez le socket et que vous fermez le socket dans le mauvais sens, vous tuez le CPU quasi à coup sûr, donc évitez de le faire, surtout sur des processeurs qui coûtent relativement cher. Alors celui-là a que 10 corps, donc maintenant 10 corps ça devient petit, mais toujours est-il que c'est un CPU qui coûte cher quand même, et puis ça serait dommage de le tuer, surtout que un dommage physique pardon, je crois que c'est pas pris en charge par la garantie Intel, donc ça serait d'autant plus dommage quoi. Donc là, la pâte thermique, je vais mettre un reste de pâte thermique EK que j'ai eu avec le Waterblock que j'ai modifié. Une fois que c'est fait, il faut mettre les fixes. Alors, c'est pareil, j'ai pas trop essayé, mais je crois qu'avec les fixes, on peut pas changer de CPU. Alors pour des personnes qui changent très rarement de matériel, c'est pas trop un drame. Quand il faut changer 4 vis sur une config complète, on s'en sort. Par contre, comme moi qui change très régulièrement de matériel, c'est assez pénible de toujours devoir retirer ces fixations. Et ça serait bien pratique si on arrivait
à avoir un système de fixation qui permette de changer le processeur sans avoir à retirer tout le bazar, quoi. Hop, le water block. Donc là, quand je binde des CPU ou alors que je fais du montage à la chaîne, là, quand j'ai vraiment beaucoup de processeurs, pour gagner du temps, ce que je fais généralement, c'est que je lance la config dès que le water block touche la carte mère. Ça permet à la carte mère de s'initialiser puis de gagner quelques secondes voire minutes. Et puis quand on passe beaucoup de matériel, genre quand tu as 30 CPU à passer dans l'après-midi, si tu gagnes 2 ou 3 minutes sur chaque CPU, ben, à la fin tu as vite gagné 1 heure, quoi. Voilà, donc le water block est sécurisé. Normalement, ça devrait booter, il n'y a pas de raison. Il faudrait peut-être que je mette un ventilateur sur les VRM. Les VRM de ces cartes mères, ça chauffe vraiment, enfin ça chauffe de ces cartes mères X299 en général, hein, ça chauffe quand même pas mal, donc c'est mieux si on peut ventiler. Autant il y a des systèmes qui s'en moquent, surtout que là j'ai plus de rate dessus, vu que c'est une carte qui est dédiée à faire de l'overclocking extrême, c'est souvent qu'il n'y a pas de... Hop. Alors je vais éloigner le micro ce coup-ci pour pas que ce soit trop bruyant pour vous. Alors, est-ce que la carte d'acquisition a passé? Alors, normalement, on devrait avoir le BIOS. Ouais. Alors, le CPU pour Greg, le CPU visiblement fonctionne, ça c'est la première bonne nouvelle. Auriez-vous un lien pour Turbo Vcore, celui que Wizardty utilise dans ses lives? Turbo Vcore, si tu regardes sur HWBot, normalement il y avait un pack pour la Rampage 6 extrême. Regarde, tape OC pack, donc OC les lettres, et puis pack pour Rampage 6 extrême, tu devrais trouver un truc Delmore, je pense, où il y a tout dedans. Sinon, Greg il va nous trouver un petit lien. Normalement, je crois que les plus récents ils fonctionnent quasiment avec tout, donc tu peux y aller. La plateforme X599 devrait concurrencer la X399 avec son Threadripper 2. Après, je trouve qu'elle arrive tard. D'après les rumeurs, on aura un CPU 28 cœurs. En général, Intel a des meilleurs perfs par cœur. Ça doit être le comment ça s'appelle, le processeur qu'on a vu au Computex cette année d'Intel, là, le 28 cœurs. Sauf que quand on l'a vu, la carte mère, c'était un proto qui était juste monstrueux. Il y avait des VRM, enfin, c'était une usine à gaz. Donc c'était sans doute un proto très en avance. Donc à voir ce que ça donnera sur les vraies cartes. Alors le BIOS, on va passer très rapidement dans le BIOS, surtout que j'ai la cam entre les bras, c'est pas très pratique. Donc pour vérifier si ça passe, on va mettre quelque chose de fiable, on va pas chercher à pousser le pros au-delà des limites. Donc l'XMP de la RAM c'est du 4000, on va garder ça. L'AVX, de toute façon on va pas utiliser l'AVX pour le moment, donc il n'y a pas besoin. On va coller le processeur à 45. Hop. Ensuite, le cache, on va y mettre 32. Normalement, 32, ça boot facilement. On change pas. Ça, on désactive pour aider un petit peu en overclocking. On va mettre un petit peu de load line. On va autoriser le CPU à taper un peu dans les VRM. Hop. Et puis, allez, on va mettre un petit peu d'extrême quand même, histoire que les phases, elles tournent. Ça serait dommage de faire autrement. Donc voilà. Là, normalement, toutes ces options, je vous ai déjà présenté à plusieurs reprises. Là, c'est pour éviter que la tension d'alimentation chute en charge. Là, c'est pour autoriser le processeur à prendre plus de courant que ce qu'il a autorisé habituellement. Et comme on va faire de l'overclocking, il faut l'autoriser. Là, il n'y a que 10 cœurs, donc ça devrait encore bien se passer. Sur les 18, c'est beaucoup plus difficile. Ça, on désactive pour être un tout petit peu plus stable en overclocking. Bon, là, c'est pas non plus le drame. Et puis ça, c'est pareil, c'est pour pousser les VRM, pour les autoriser à tourner tous ensemble à fond. Donc voilà, ça c'est fait. Après ici, pour être sûr que le processeur va pas trop throttle, vous pouvez mettre les plus gros chiffres que vous voulez et puis c'est ce qui marche bien, c'est pas forcément dangereux. Et puis ça, quand on lit la description, il conseille de désactiver pour l'overclocking et puis de mettre en mode haute performance pour l'overclocking, donc on le fait. Ensuite, on a toutes les tensions d'alimentation, donc on va régler le V-Core en manuel, on va lui mettre un 25, un 25 c'est gentil, mais en même temps vu qu'il n'est pas encore des leads, ça sera peut-être assez. Ensuite, on va mettre un 1 pour le core, c'est les réglages que j'ai utilisés hier pour le 18 cœurs, donc si je me dis si ça passe pour un 18, ça devrait bien passer pour un 10. Ensuite, le input est très important si on veut pas que ça se throttle, donc là on va y mettre aussi un 85. Là, ce voltage là, en gros, il faut qu'il soit 0,6 volts plus haut que celui-là.
ça vous donne une idée. Et quand vous faites un Cinebench, si le score est vraiment très mauvais, il peut falloir monter ça un petit peu. Mais là, un 85, normalement, on est déjà relativement haut, même avec un 80, ça devrait être bon. Ça permet de stabiliser la RAM, donc avec 1,1, les deux, ça devrait être bon pour du 4000. Si jamais c'est pas suffisant, on pourra mettre un petit peu plus. Donc voilà, normalement, là, on a réglé le BIOS pour ce processeur. Donc on va faire un petit F10, on applique, on va vérifier que tout boot. J'ai pas retrouvé mon petit module pour connecter mon Raspberry Pi. Ah, j'ai oublié de brancher le disque dur. Mon Raspberry Pi à la carte mère, il faudrait que je le retrouve parce qu'au moins on pourra avoir un petit peu de monitoring, ça serait pratique. Mais je sais pas où il est quand même. C'est pour la Crosshair 7. Ouais, mais si t'as la Crosshair 7. Je crois que si tu as un Turbo V-Core qui fonctionne pour les dernières cartes mères, ça marche pour les autres. Donc s'il veut celui de la Crosshair 7, je crois pas qu'elle m'aura fait un pack, mais celui de la 6 doit fonctionner. Donc alors on boot Windows, c'est un Windows 10, enfin classique, il n'y a rien de spécifique dessus, il n'y a pas de max mem, rien du tout, c'est vraiment juste pour tester le processeur. Donc on lance le processeur, hop, je vais quand même mettre la ligne parce que c'est pratique de voir un peu la consommation des CPU. Hop. Donc là j'ai un petit port USB, je branche ça sur la carte mère, puis ça me permet de... bon alors là c'est le vieux logiciel de Cooler Master, j'ai pas mis les nouveaux, mais le vieux fonctionne bien. Donc ici vous pouvez voir la puissance en entrée de l'alimentation, donc là actuellement au repos ça consomme 140 watts, et puis la puissance en sortie ça fournit donc 127 watts, donc c'est normal qu'il y ait un petit peu d'écart, hein, c'est à cause des pertes dans l'alimentation, puis si vous faites la différence vous tombez sur l'efficacité de la ligne. Donc on a on a Cinebench qui est ouvert. On va ouvrir CoreTemp, je croyais l'avoir ouvert. Donc là on voit bien que le CPU il a 10 corps. On va lancer CPU-Z pour vérifier le CPU et puis la fréquence à laquelle il tourne. Donc on a 1,25 volts, on voit ici, et puis on tourne à 4 Go 5. Donc là dans ces conditions, hop, je vais regarder la température dans le bureau. Donc il fait 26 degrés dans le bureau. On voit sur le thermomètre, c'est écrit ici. Voilà. Et puis le CPU au repos est déjà à une trentaine de degrés, donc ça chauffe quand même pas mal. On va lancer, puis je vais garder le doigt sur reset, savoir si les températures s'affolent. Voilà, donc là c'est même pas stable, je pense que ça chauffe déjà trop. Donc 4 Go 5 à 1,25 sur ce CPU, ça a l'air d'être limite. En tout cas ça tourne, mais ça finit pas le test. Je voudrais bien le finir une fois juste pour vérifier le score et puis juste pour avoir les températures stables. À la rigueur que ça soit pas stable, moi je m'en fiche un petit peu. Il me faut juste un point de comparaison. Non. Et on va baisser d'un coef. On va monter un tout petit peu les tensions, on avait encore un peu de marge, ça tapait 80 et quelques. Donc on doit pouvoir lui mettre un tout petit peu plus. Après il faut pas non plus mettre trop parce que vu qu'il n'est pas d'élite, ça a très vite tendance à chauffer, quoi. L'idée aussi pourquoi est-ce que je l'overclock pour le tester, c'est que plus on va l'overclocker, plus il chauffe, et puis plus il chauffe, plus le gain en faisant le delete sera important. Genre si vous mettez votre processeur à stock, ça sert pas trop. Enfin ça sert pas. Ça sert un petit peu de le delete, mais on gagnera pas autant. Hop. Donc là je monte un tout petit peu le V-Core, j'ai mis un 28 au lieu d'un 25, et puis un tout petit peu le cache, comme ça, comme je ne savais pas ce qui faisait planter, au moins on est sûr, si c'était un des deux, on est sûr d'être tranquille, sinon il aurait fallu peut-être que je boote deux fois. Je lui ai chuchoté le lien Crosshair 6, ouais non mais c'est nickel. Pourquoi patate? C'est quoi le rapport avec patate? Il est pas là. Yop, final share. Je sais pas si on s'est déjà croisé, en tout cas c'est un peu flippé l'icône que tu as mis. Moi je dis ça, je dis rien, mais... Alors, on repart. Donc on a le Cinebench, on a le CPU-Z pour vérifier que tout est là, on a les températures à travers celui-là, et puis regardons la consommation en charge pour vérifier que tout se passe bien. Donc hop, allez c'est reparti. Comme on a mis un peu plus de volts, ça devrait tenir. On a toujours 26 degrés dans le bureau et c'est encore pire. Donc c'est pas normal. Qu'est-ce qu'on a pu faire de mal? La RAM qui serait pas stable, ou alors juste le soft qui est piné. Voyons voir. Là par contre ça va faire mal, quoi.
Ouais, non, c'est ça aurait été. Donc déjà, c'est pas le soft qui est fini. Et ben on va baisser d'un ratio parce que le souci c'est qu'hier j'ai essayé de me servir de Turbo V-Core justement et ça s'est pas super bien passé quoi. Ouais, c'est quand il affiche déjà des trucs comme ça, si t'appliques n'importe quoi ça va pas. Je sais pas si j'ai XTU. Non, eh ben, allez hop, un petit reboot. Ouais, c'est étonnant, 4.5 et 1.25 blue screen. Faudrait que je regarde parce que j'en ai testé pas mal des CPU, sauf que comme ils étaient plutôt bons, ça tenait bien. J'ai fait un article sur Tom's Hardware, je vais aller regarder pendant que je vais dans le BIOS puis que ça boot. Je vais aller regarder combien mon CPU il prenait parce que je l'ai testé à toutes les fréquences. Euh, Température, évolution des fréquences. Alors, qu'est-ce qu'on y fait? Est-ce que c'est la RAM qui est pas stable? Hier ça tenait bien la RAM. Hop. Voilà, si ça tient pas avec ça, c'est un drame. Donc sur celui que j'avais à Tom's Hardware, à 1.25, il prenait quand même 4900. Donc ouais, c'est triste là. C'est triste. Le CPU a pas l'air d'être top top. Euh, Et puis le cache à 1.1, il prenait 3400, donc là on était à 3200. En théorie, si le CPU était correct, ça devrait booter, sauf si c'est sur la RAM. On pourra essayer de baisser la RAM. Peut-être. Oh, je vais faire un reboot parce que là il est en train de réparer Windows et ça m'intéresse pas trop. Ouais, on verra. Si jamais ça passe pas, même avec un ratio de moins, on mettra de la RAM, plus de fréquence, enfin plus de tension à la RAM. 4.5, 1.3 de V-Core, ça va être chaud bouillant. Ouais, non mais laisse tomber quoi. 1.3 là, je sais pas si le CPU il prendra. Ça se trouve, c'est ça qui est pas stable, c'est qu'il se met en protection. Et puis vu que j'ai désactivé les protections, peut-être que cette carte mère, juste elle kick. Sur la MSI, je sais qu'elle arrête pas, elle laisse chauffer le CPU. Celle-là, je sais pas. Je l'ai très très peu utilisée en air. J'ai fait des sessions extrêmes avec. Et donc en extrême, il n'y a pas de problème de température. Hop. Bon. Donc là, on a rebaissé 4.4 et puis 3.1. On va voir si maintenant ça tourne. Voilà. Il y a quelque chose d'autre, il y a quelque chose d'autre. Et puis le pire, c'est que ça kick de plus en plus vite. Je suis en train de toucher les VRM pour voir. Les VRM n'ont pas l'air super chauds. Alors on va remettre un 25, on va baisser le décor. Peut-être qu'il est trop chaud. Je vais essayer de voir les températures que j'avais, pareil, que j'avais testé avant des leads. L'article, si jamais ça vous intéresse, il était vraiment très très complet. Et puis il y a beaucoup d'infos. C'était sur un 7900X justement, où j'avais testé à stock, une fois des leads en direct die. J'avais fait toutes les courbes d'évolution en fonction des tensions d'alimentation, les fréquences max, pour le core, pour le cache, les load line calibration, etc. Et puis j'avais testé aussi sous azote liquide. Donc la température, alors à combien je l'avais testé ce processeur? J'avais fait du Cinebench R15, alors le temps que les graphiques apparaissent, à 1.25 4.4, et puis on faisait 84 degrés en pointe et 75, donc non, normalement ça devrait tenir. Alors on va essayer un 3006, puis on va remettre un 25, et puis un 1. Tout le reste, normalement, bon, ça on peut peut-être baisser un peu du coup. Tout le reste, normalement, c'est quand même très très safe. On va mettre même un peu plus sur la RAM. La RAM, on arrive, enfin sur cette RAM là, on met des fois plus de 2 volts, donc là 1.4 ou 1.35, c'est rien du tout. Ça, normalement, pour de l'XMP, puis ça devrait suffire très très largement. De base, c'est à 1 et puis 0.9. Donc là, on a déjà mis suffisamment, puis ça, c'est PCH, on s'en fiche complètement. Hop. Alors j'espère que ça va tenir parce que sinon du coup si j'arrive pas à passer un test stable avec le CPU, je vais avoir du mal à pouvoir comparer quoi que ce soit. Jigfio qui nous dit Yo Wizerty, bah yo, bah pour cuire des merguez, il a l'air cool ce CPU. Ouais, mais c'est tous les CPU X99, X299, ça chauffe vraiment vraiment à mort et c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui me demandent de leur délide, tout simplement parce que sinon tu tapes des températures de folie quoi. Et c'est aussi pour ça que sur le mode qu'on a prévu avec Asus, on va le mettre en direct die. Alors 0,0. Peut-être la carte mère fatiguerait-elle. Ça serait triste.
MacGanja qui dit Wizerty, tu préfères les CPU soudés ou avec une bonne pâte thermique? Les fabricants de pâtes doivent serrer les fesses en ce moment. Non, bah moi je préfère les processeurs soudés, surtout en overclocking extrême, parce qu'en overclocking extrême, ton processeur, quand il est froid, en fait, la pâte thermique elle a tendance à friser, donc à geler, et puis là c'est très dangereux pour le processeur et très pénible pour l'overclocker, puisqu'à chaque fois que ça gèle, il faut réchauffer le processeur, etc. Donc ça c'est super chiant quoi. Donc non, de loin je préfère les processeurs soudés, si on peut les avoir, c'est aussi bien. Ceux qui serrent les fesses, je pense que c'est plus les gens qui font du daily à tour de bras pour tout le monde, et qui se font payer pour le faire, parce que du coup c'est un revenu pour eux, et puis bah, quand il n'y aura plus que des CPU soudés, bah, ils n'auront plus grand chose à faire, quoi. Pour ma part, j'en fais quelques-uns, mais j'essaie de limiter un petit peu vraiment aux gens qui veulent des rapports de tests un petit peu poussés, parce que juste faire du delete pour faire du delete, c'est très ennuyeux, et puis j'ai pas spécialement le temps pour faire ça. Donc généralement, voilà, quand la personne veut juste un delete, ça m'intéresse pas. Si après vraiment il veut que je teste le processeur en overclocking avant, que je le teste après, que je lui fasse un rapport, etc., je le fais encore. Alors, est-ce que ça va tenir ce coup-là? Donc là, pour rappel, on a 4,4, on a mis le cache à 3,1, on a mis le V-core à 1,25, le cache à 1,1 et puis le V-in à 1,8. Donc là, ça a tourné. Je vais me faire un petit panneau parce que quand je fais des tests, je fais toujours un screen pour m'en rappeler. Et je mets le détail. Hop. Et puis un petit screen, clac. Donc voilà, l'idée c'est sur le screen, c'est d'avoir les températures max. Donc on voit ici que les températures, déjà elles sont pas toutes égales, c'est pas super homogène. Donc on a du 74 degrés au mini, on a du 84 degrés au maxi. Et puis ça c'est important parce qu'on voit que déjà de base tu as 10 degrés d'écart entre certains cœurs. Donc une fois d'élite, si jamais mes températures sont pas toutes parfaites, bah, ça peut juste expliquer que certaines sondes du processeur sont mal calibrées ou etc. Déjà de base il y avait des écarts, donc si on en a après, faut pas s'inquiéter. Si jamais on n'a pas constaté ça, et puis qu'on a des écarts, une fois qu'on a des leads, ben on ne sait pas si on a mal mis la pâte thermique ou si le processeur était comme ça de base. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de le tester avant. Après, je mets toujours la fréquence pour pouvoir retester dans les mêmes conditions. Donc on voit la fréquence du corps et puis la fréquence, enfin puis le V-core. Il faudrait aussi que je vois la RAM, mais la RAM ça joue beaucoup moins, donc c'est pas très très gênant. Donc là qu'on est stable, il faudrait que j'ai un logiciel qui me permette de monter sous Windows, mais je ne l'ai pas, donc on va faire un reboot. On a 2400 points, enfin ça de toute façon les points on s'en fiche un petit peu. Je voulais juste voir la consommation aussi, et puis dans un reboot on démonte tout, et puis on passe au delete. J'ai dit qu'on ferait vite, donc je vais essayer de faire vite. Donc là la consommation dans cet état là, le processeur seul il tire 350 watts. Donc imaginez que le système de dissipation, juste pour 10 cœurs, il est obligé de dissiper 350 watts, c'est quand même loin d'être négligeable. Donc imaginez quand vous avez 18 cœurs et qu'il tourne à cette vitesse-là, ben, on atteint les 600 watts. Hop. Un petit passage dans le BIOS. On va essayer de mettre 4.6. À voir les prochains processeurs Intel 9900, ouais, il me tarde aussi de voir ça. Oui, redémarre. Ah ouais, c'est pour ça que j'aime pas mettre démarrer et arrêter puis que j'appuie toujours sur le bouton reset, c'est un petit peu plus violent, mais au moins quand tu cliques sur reset, ça reset quoi. J'imagine pas le 32 cœurs AMD. Ben moi je voulais voir, sauf que malheureusement. Ouais, sauf que malheureusement ma Mobo veut pas démarrer, donc j'ai pas pu voir. Greg qui veut faire le petit joueur, le petit slip, en disant commence par 4-5. Mais le truc c'est que à 4-5 ça aurait vraiment pas dû planter. Donc allez, si tu veux je t'écoute, allez. Mais du coup il faudra refaire plusieurs reboots. Histoire de voir à peu près le CPU ce qu'il vaut, et puis c'est surtout là pour moi, pour ma curiosité, savoir pourquoi est-ce que ça bootait pas avant, est-ce que c'était le core, le cache ou la RAM. Je pense que c'est un des trois. Mais avec l'overclocking, on n'est jamais très très sûr, parce que la Mobo elle m'a fait un 0-0 aussi au passage, donc on sait pas trop. Et le temps passe vite, le temps passe vite. Quand je dis que faire un delete c'est rapide, mais tout ce qu'il y a autour ça prend du temps. Même là en voulant faire un pré-test rapide avant delete, ça prend. Voilà. Il suffit que tu tapes des BSOD, un ou deux, et puis
C'est rigolo parce que toujours mon écran de stream il démarre avant mon écran de bench, donc j'arrive à voir ce qui se passe avant même que mon Windows ait fini de booter. Allez! Donc là on est à 4 Go, donc on devrait faire un petit peu plus de 2400 points, surtout que là j'ai pas ouvert les autres fenêtres, donc ça devrait tourner plus vite. J'aurais quand même dû mettre les tempes, juste pour voir un peu. Bon, tout à l'heure on était à 74-84, là visiblement on est pareil, il y a du 83, du 76, donc on est un tout petit peu plus chaud, peut-être la température de l'eau qui est montée un petit peu entre temps, ou le fait que la fréquence a augmenté. La fréquence a une influence vraiment importante sur ce processeur. C'est pareil, là je l'avais testé sur Tom's Hardware dans l'article dont je vous parlais tout à l'heure, où j'avais vérifié quand on touche juste le V-Core, ben, l'augmentation de température et de consommation, et quand on joue juste avec la fréquence, l'augmentation de température et de fréquence, et quand on change les deux en même temps, et c'est assez abusé quoi. Là, au final, 84 degrés à 25, on est quand même pas loin de la limite du processeur, surtout que le test que je fais, c'est un Cinebench, donc c'est relativement gentil, c'est pas comme un W Prime. Et puis, il n'y a pas d'AVX, parce que là, en AVX, c'est certain que le CPU se throttle, c'est sûr à 100%. C'est très court, et puis il faut penser que je suis avec un water cooling qui a un rate de 360, une pompe qui est costaud, enfin c'est un water cooling full custom, c'est pas un IO, sur une table de bench. Donc en gros, si moi déjà je tape 84 degrés dans ces conditions, tu mets le même processeur dans un boîtier avec un IO, il dépasse les 100 degrés à 25 quoi. C'est pour ça aussi que les gens qui n'en ont jamais eu et puis qui ont des 7700K ou des processeurs comme ça ou même des générations d'avant, quand on leur dit que, enfin quand je leur préconise de ne pas dépasser un 25 sur ce genre de processeur, ils sont un petit peu tout fous en disant ouais mais tu peux mettre bien plus, je sais pas je sais pas ce qui t'arrive machin. Mais non non ces processeurs là ça chauffe vraiment beaucoup beaucoup. D'une génération de processeurs à l'autre globalement on peut pas trop comparer et puis on peut pas annoncer des choses si on n'a pas essayé soi-même. Et puis surtout, ces processeurs-là, je le dis à chaque fois que je teste du X299, ils ont vraiment tendance à se throttle très rapidement. Et sauf que quand tu regardes dans CPU-Z, tu le vois pas. Donc si t'es pas vigilant, en fait, ton CPU il se throttle et tu le sais même pas. Donc c'est pour ça que les températures sont basses ou que ça consomme pas. C'est juste parce que leur processeur il est pas stable quoi. Enfin il est pas stable, il garde pas la fréquence max. Hier, je l'ai vu donc sur le 18 heures. Le 18 heures, quand je l'ai testé, je faisais 2600 points. Donc justement j'essayais de l'empêcher de se throttle et je cherchais, j'arrivais pas. Et c'est là qu'on voit que ça va pas parce que 2600 points sur un 18 cœurs c'est que ça se throttlait beaucoup. Vous voyez c'est ce qu'on fait normalement avec 10 cœurs. Et une fois que j'ai fini par trouver les paramètres qui me bloquaient dans le BIOS, j'ai quand même passé un petit peu de temps sur celui-ci. Une fois que j'ai fini de trouver les paramètres qui me limitaient dans le BIOS, je suis passé à 4600 points ou un truc comme ça. Donc c'est pas le tout voilà, de voir la fréquence ici, il faut être sûr que la fréquence qui s'affiche elle est maintenue tout le temps. La température, bah voilà, je vais être passé à 4,6, on voit ça continue à grimper, hein, ça 78, 86, donc ça monte, ça monte. J'avais pas enregistré mon truc. Hop. Donc là 4,6 pour 3,2, donc c'est bien la RAM qui causait des instabilités. Alors j'ai tripatouillé aussi les sticks en même temps, donc je sais pas si c'est un stick qui était mal plugué ou si juste l'IMC du processeur est vraiment très mauvais. Warel qui nous dit 2504 mémoire de DMOS, c'est parce que je crois que c'est le score qu'on avait fait avec un Ryzen et on avait poussé pour avoir les 2500, mais le Ryzen était sous azote, alors que là on est qu'en water cooling. Alors, bah, hello à Warren, parce que je remonte un petit peu dans le chat, et j'avais pas vu que tu étais arrivé. Alors, tac. J'ai vu des tests. Le problème avec le 32M, c'est que plein d'applications ne sont pas encore optimisées. Non, ça c'est sûr, pour tourner avec autant de corps. Sauf Cinebench, ouais, c'est un peu l'idée. Une question, vous avez des infos sur les paramètres manuels des barrettes de mémoire, pas de XMP, primaire, hein. Oui, on essaye en fait, on essaye nous-mêmes, puis après on partage un petit peu nos trucs. C'est juste que ça prend beaucoup de temps et que j'ai jamais voulu faire un stream dédié à ça parce que déjà sur les streams faciles, il y a toujours un truc qui se passe mal. Si je commence à tripatouiller la RAM, laisse tomber quoi. J'ai un 3930K, il prend même pas 5.1, il plante sur le QF51, on n'arrive pas sous Windows. Bah, 5.1
C'est déjà beaucoup pour cette génération-là. Après, je crois que mon meilleur, il faisait 5-4 ou un truc dans le genre. 5-3, 5-4. Mais je n'en suis plus certain. Alors, ben, je vois aussi passer par le delete quand tu vois qu'un RAD Ouais, après le truc c'est que t'as beau avoir un water cooling de fou ou un RAD de fou, si t'as une pâte thermique qui est mauvaise entre le processeur et puis le water cooling, ton water cooling il a beau être exceptionnel, si les calories, donc si la chaleur peut pas passer du processeur à ton water cooling, bah, en gros ça sert à rien du tout quoi. Bon là on semble avoir... ou alors c'est mon logiciel qui faisait planter, quand je lance mon logiciel en même temps que Cinebench qui faisait planter. Mhm. Coïncidence ou pas? Allez, le dernier reboot. Faut pas que je lance mon logiciel Cooler Master et puis je vais voir. Voir si c'est peut-être un petit conflit sur le truc vu que c'est une vieille version puis que j'en ai installé genre 1000. Voir si c'est pas ça. Je vais pas pouvoir rester longtemps. Ben, reste le temps que tu veux, Warel, et puis si tu dois partir, fais ce que tu as à faire. Pour une interaction plus fluide avec le chat, tu devrais passer ton stream en mode low latency. Ben, si tu me dis comment on fait, moi je veux bien, ça me pose pas de soucis. On ne touche pas à la RAM. Non, on touche pas à la RAM. Cryono, Wizardty, ouais, c'est ça. Je touche pas, je veux juste comprendre les différents paramètres. Ouais, alors là, si tu veux regarder ça, il faut que tu regardes tranquillement et puis que tu fasses un petit peu de recherche sur internet parce que j'aurais pas le temps, ni le courage, ni l'envie de t'expliquer en stream tous les paramètres de la RAM. Déjà, un, j'en serais incapable, et puis deux, ça prendrait 1000 ans et puis ça serait super barbant quoi. Euh, donc voilà, là si on plante, on saura qu'à 1.25, le processeur il est pas capable de tenir. Bon voilà. Hop, donc on coupe tout. C'est pour ça aussi que la table de bench c'est super efficace. Tu cliques pour arrêter ton alim en 10 secondes et puis 2 minutes plus tard tu as ton processeur sur le bureau, t'as pas à t'embêter à essayer de foutre les mains au fond d'un dossier, à essayer de passer les câbles à un endroit où ça va bien. Il faut juste un petit bout de papier. Pareil, le petit conseil, hein, c'est enlever tout le temps la pâte thermique. Si vous voulez la récupérer, des fois je la garde un petit peu quand je fais des tests comme ça. Si vous voulez enlever la pâte thermique sans foutre partout, faites-le avant de sortir le CPU, ça évite que ça coule dans le socket ou que vous en mettiez plein les doigts, etc. L'avantage c'est que tant que le CPU est maintenu, vous faites pas de conneries. Hop. Voilà. En plus le CPU il sera tout chaud. J'essaie de faire au mieux. Voilà. Depuis ton dashboard Twitch, à droite, dans la catégorie, tu vas dans chaîne, c'est la troisième option. Bah écoute, je vais regarder ça, merci. Je vais mettre un petit post-it. Low latency. Et puis je regarde ça dès que ça sera effectif au prochain stream, pas de souci. On coupe et on torture le CPU, c'est ça. Ça veut dire, j'ai écrit rectifier en gauche avec les paramètres chaîne. Ouais, pas de souci. Donc le CPU, l'outil, on a déjà expliqué comment il fonctionnait pas mal de fois. Donc le processeur, quand vous faites le delete du processeur, faites attention. Donc toujours pareil, là ici il y a des petits composants qui sont très fragiles. Donc vu qu'on va pousser l'IHS dans ce sens-là, il risque de les toucher. S'il les touche, le CPU il risque d'être endommagé. Donc on met le processeur dans le bon sens dans l'outil. Donc là c'est l'outil que j'ai fait moi-même. Celui-là vous pouvez pas le trouver dans le commerce, il n'y en a qu'un. Hop. Une fois que c'est fait, vous tournez la vis pour pousser la petite coulisse. Donc c'est ça qui va venir pousser l'IHS et le PCB est retenu. Donc en gros, vous allez pousser le truc gris tout en retenant le truc vert et puis ça va faire céder la colle. Hop, on entend ça croustille.
Une fois que c'est fait, donc que vous avez fait sceller la colle, au moins partiellement, vous pouvez repartir dans l'autre sens. Et puis il faut vérifier si vous êtes allé assez loin. Ouais, hop. Là c'est bien allé. Donc là normalement le délite, vous avez vu, hein, en lui-même, le délite seul, ça prend vraiment 20 secondes. C'est pour ça que les gens qui proposent juste un délite tout seul, sans recollage, sans test avant, sans test après, ça doit pas coûter bien cher parce que le temps de le faire, c'est même pas une minute quoi. Une fois que c'est fait, il faut penser à enlever la pâte thermique. Donc voilà, vous nettoyez le plus gros avec un essuie-tout. Essayez de trouver des essuie-tout qui font pas trop de milons parce que si vous en foutez partout. Voilà. Après, j'ai un produit pour nettoyer un peu plus en profondeur. Mais je sais pas s'il est là. C'est le produit qui sert à enlever les coups de crayon de la gamine quand elle en fout partout parce que. Autant mon fils il faisait pas trop de conneries, autant la piote. Aïe 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 aïe. Donc voilà, normalement une fois que le die est bien nettoyé, c'est un vrai miroir, enfin d'ailleurs on voit la caméra dedans. Le produit enlève vraiment tout. Et puis pareil sur l'IHS, avec ce produit là, il y a vraiment plus aucun résidu de pâte thermique, on voit même plus où elle était quoi. J'ai pas sorti la pâte thermique. J'espère qu'il va m'en rester assez parce que je commence à être vraiment bas. C'est mon dernier tube et c'est la fin du dernier tube. Le coton-tige, toujours pareil, je garde le même depuis le début, ça évite de devoir tout le temps remettre de la pâte, parce qu'on en bouffe pas mal sur le coton. Et donc là, voilà, lui, il est déjà plein de pâte. C'est toujours propre hein, parce que je mets dans un petit sachet, etc. Donc l'avantage, c'est qu'on n'use pas de la pâte à remplir un coton neuf, et puis surtout les poils qui se détacheraient du coton-tige ou machin, sur celui-là, il est déjà un petit peu parti, quoi. Si vous faites de la peinture, c'est le même principe. À chaque fois que vous avez un rouleau ou un pinceau neuf, ça laisse des poils partout. Si vous utilisez toujours le même, ça a l'avantage ça a l'avantage de plus dépoiler quoi. Bah tiens d'ailleurs si Yerect était sur le stream, c'est ce qu'il faut faire avec le prochain. Là je suis en train de lui envoyer donc le matériel pour la config, la config Winboat d'Adus, le mode qu'on fait avec Yerect et Wizerty. Et donc là le processeur il faudra mettre du métal liquide dessus, donc ça sera la même opération. Alors, donc on met une petite goutte de métal liquide sur le processeur, on prend le coton-tige et on étale. Alors généralement sur les dies ça se passe plutôt bien, c'est assez facile de couvrir toute la surface. Euh, et puis c'est pas trop chiant quoi. Il y a des surfaces sur lesquelles c'est super pénible quoi. Donc voilà, une fois que c'est appliqué, ça ressemble un petit peu à ça. Donc il y a du métal qui a couvert toute la surface. Et quand c'est fait, il faut faire pareil donc sur la deuxième partie. Voilà, là déjà on voit que ça s'étale un petit peu moins bien, mais ça reste très correct quoi. Alors attends pas que je me plante. Étalez bien sur les deux surfaces, sur les deux faces, donc autant sur l'IHS que sur le die. Parce que c'est des fois c'est pas aussi naturel l'étalage que sur de la pâte thermique normale, donc si vous le forcez pas à la main, voilà, ça c'est vraiment bien fait quoi. Donc quand ça se fait bien, c'est comme ça, on voit que tout est recouvert. Donc là c'est bon. Je vais juste aller chercher mon vernis.
Hop. J'ai cru entendre quelqu'un dire oups. Ah, je crois pas que c'était moi. Le dégraissant pour chaîne de moto fonctionne bien également. Il faut juste vérifier le produit que ça endommage pas les plastiques ou les vernis. Pas de vernis sur le CPU, si, on y vient. C'est vrai que j'aurais dû le faire avant la pâte thermique, ça va faire, ça va aller. Hop. Faut que je regarde dessous. Bon, le vernis en principe, hein, si la conducteur ne bouge pas, c'est pas obligatoire. Sauf que ça coûte rien du tout, ça prend 2 minutes et puis ça peut sauver éventuellement un processeur. Donc je préfère entre guillemets perdre un tout petit peu de temps. Par contre, il me faudrait de la lumière, je vois vraiment pas grand chose. C'est très très sombre. Hop. Bon, ceux qui ont l'habitude d'être avec moi sur Discord le savent. Je suis complètement incapable de faire deux choses en même temps. C'est pour ça qu'à chaque fois que je mets un petit coup de tampon, je parle plus. L'avantage, c'est que, bon, là, on va le laisser sécher, donc de toute façon, il n'y aura pas de souci. L'avantage, c'est si vous mettez du vernis et que vous testez le processeur tout de suite après, vu la température qui tape, le vernis va sécher vite, hein. Alors, est-ce que j'en ai pas oublié? Et ben voilà, ça a l'air pas mal tout ça. Hop. Donc faites ça dans un environnement propre aussi, hein. Donc une fois verni, ça ressemble à ça. Donc tous les petits composants autour, il y a vraiment du mal à faire l'autofocus cette cam. Tous les composants autour sont, il faudrait que je cache l'intégralité du champ, sont vernis. Quand c'est fait, il faut mettre la colle. Donc la colle, j'ai de la Loctite 5940. Hop. Donc j'en fais toujours sortir un petit peu que je jette. Hop. Et puis après j'en reprends un petit peu. C'est histoire d'enlever la partie qui a peut-être éventuellement séché. De toute façon, vu comme ça coûte pas cher et qu'on n'utilise pas beaucoup, faut pas faire le ras sur. Hop, une spatule. Alors pour recoller, normalement on fait tout le tour du processeur. Là sur un processeur comme ça, si vous voulez en remettre partout où il y en avait, vous pouvez. Si vous voulez en remettre juste sur les bords, bah, vous pouvez aussi, hein. De toute façon, une fois que c'est collé, c'est collé, quoi. Je veux dire, vu l'épaisseur du métal, il va pas se scinder en deux. Donc s'il y a une partie qui bouge pas, l'autre partie bougera pas non plus. Hop. Allez, par acquis de conscience, on en fout un petit coup là. L'avantage de ces IHS, c'est que comme ils sont gros, ils sont faciles à tenir.
Des fois sur les plus petits processeurs c'est un petit peu plus pénible. Voilà. Donc là j'ai fait le tour, donc j'ai fait une bande ici, une bande ici, une bande ici, une bande ici. Là j'en mets pas parce que ça servira à rien du tout. De toute façon, hein, comme je vous ai déjà dit, hein, même si vous ne vouliez pas le recoller, vous n'êtes même pas obligé. Faites attention quand vous remettez l'IHS, il y a toujours le petit décrochement là qui tombe en face des petits composants ici. Donc vous le remettez bien à plat. Vous essayez d'à peu près tomber à la bonne position. Et puis quand c'est fait, vous le serrez avec vos doigts, puis vous bougez un peu droite-gauche, enfin vous essayez. Et normalement, il devrait retomber à sa place et ça le verrouille, quoi. On voit que même si je veux le bouger, je peux pas. Il est tombé pile poil dans les anciennes, stries ou rainures ou ce que vous voulez, quoi. Bah voilà, je crois au niveau du processeur c'est bon. Alors toi tu vas aller voir ailleurs parce que depuis tout à l'heure que tu me gênes. Donc là on pourrait presque le tester tout de suite le processeur, mais j'aime autant le laisser sécher un petit peu. Donc en général sur le produit ils disent 24 heures. Alors vu que nous on en met un tout petit peu, puis qu'en ce moment il fait chaud, si vous le laissez pas 24 heures ça aura le temps de sécher, ça aura le temps de sécher quand même. Après si vous n'êtes pas pressé, autant le laisser et puis être sûr que c'est bien collé. Une fois que c'est fait, pour être sûr aussi, parce y a beaucoup de choses à s'assurer, pour être sûr que c'est bien plaqué, sur l'outil, hop, il y a une position recollage. Du coup, reviens là toi 2 secondes. Hop. Donc la position recollage, c'est sur mon truc là, il y a un X qui empêche la coulisse de s'enlever. Et donc si tu retires le X, éventuellement tu retires la coulisse, tu peux remettre le X ici pour écraser le CPU et puis assurer le plaquage. Donc au début tu peux serrer les vis rapidement, c'est pas un souci. Par contre une fois que ça devient en contact, il faut bien serrer de tous les côtés pour être sûr que le CPU plaque bien. Donc là par exemple, voilà, je vais dévisser un petit peu ici pour laisser un peu de jeu. Là je vois qu'il y a un peu plus de jeu, donc je vais commencer à serrer un peu ici, serrer un peu là, serrer un peu là. Et puis en principe, après on peut serrer, quoi. Voilà. De toute façon, quand c'est. Donc là, on voit que c'est serré parce que le CPU bouge pas du tout, alors que normalement, dans l'outil, il y a un petit peu de jeu. Une fois que c'est serré, on voit que cette partie-là, elle vient en contact contre l'autre. Donc même si je serrais plus fort, je pourrais pas aller plus loin, quoi. L'outil, il est dimensionné pour justement vous assister et puis pas pouvoir complètement casser le truc. Voilà, voilà. Ça, on a fini. Je vais jeter l'essuie-tout qui est plein de colle et qui. Ça sent fort ce mastic là. C'est moins pire que la pâte thermique parce que t'as pas tendance à en foutre partout, mais ça sent vachement fort. Hop. Bah voilà, je vais essayer de récupérer un petit peu le retard donc, que j'ai eu dans le chat. Qu'est-ce que vous m'avez dit de beau? Pas de vernis sur le CPU, donc ça j'ai vu, impatient de voir ça, donc je pense qu'il parle du Winboat, le mode qu'on a avec Asus, parce que Warel va normalement venir sur place, donc il va le voir en vrai. Ensuite, dites donc monsieur Wizerty, le rouge à ongles, bah je sais bien, en tout cas le dernier CPU que j'ai fait là, le Asus, il est jaune, noir, rouge, et au moins j'ai trouvé un gros avantage à avoir fait ça, c'est que comme j'ai plein de processeurs et qui sont quasiment tous des leads, le souci c'est qu'une fois qu'il n'y a plus l'IHS, ben tu sais plus le modèle que c'est. Alors en fonction si le die est très gros ou petit, tu peux savoir si c'est un 6, 8, 10 ou un 14, 16, 18. Mais après, savoir qui est qui, bah, tu sais plus, il n'y a pas de numéro, il n'y a plus rien. Et donc l'avantage en mettant du vernis de toutes les couleurs, bah, c'est que le CPU Asus, à chaque fois que je le vois, je suis sûr que c'est celui-là, quoi. Après, si vous voulez, le prochain coup, on peut faire un petit vote. J'ai toujours rêvé d'utiliser cette couleur-là, magnifique. J'ai aucune idée de ce que ça peut rendre, s'il y a du vert, du blanc, je sais pas si le truc il est pas moisi, quoi. Mais bref. Sinon, je pourrais essayer de me faire sponsoriser aussi par Maybelline. On sait pas, va savoir. Ouais, donc pour le Oops tout à l'heure, Greg, je crois pas que c'est moi. En tout cas, je ne m'en suis pas aperçu. En même temps, il n'y a pas de transistor apparent. Je sais pas. Wizerty, tu as déjà flashé une carte graphique pour changer de BIOS. Si je change de carte, je testerai bien sur celle que j'ai actuellement, mais ça a l'air tendu. Non, bah tu peux le faire. Après, voilà, si tu as une 8800 GT et essaie pas de mettre un BIOS de 1080 Ti, ça fonctionnera pas. Après, tu as des cartes qui sont des fois vendues par Nvidia ou par AMD
qui sont exactement la même qu'une autre, et puis en changeant le BIOS, tu arrives à l'unlock, etc. Donc ça, tu peux le faire. Des cartes, j'en ai déjà flashé plein, plein, plein. Et contrairement à une carte mère, l'avantage de la carte graphique, si jamais tu rates ton flash et que tu as une autre carte graphique, tu peux encore la reflasher. Donc tu en mets une autre pour avoir l'affichage, tu mets l'autre en second, et puis quand tu flashes, tu dis de flasher le deuxième GPU et pas le premier, et puis là tu arrives à restaurer le truc. Ou alors tu peux flasher à l'aveugle, si tu connais les commandes parfaitement de tête, tu peux lancer le truc sans regarder, mais là ça devient un petit peu plus compliqué. Donc ouais, une carte graphique, tu peux y aller, quoi. Après, forcément, si tu forces le flash, parce qu'on peut, les BIOS sont protégés aussi, donc tu peux forcer le flash. Le truc, c'est que si tu forces le flash avec avec le mauvais BIOS, ben, tu peux éventuellement l'endommager. J'attends des nouvelles d'NVIDIA, j'ai envie de tester l'overclocking sur le GPU avec une i80, ça devrait être cool je pense, avec n'importe quel... c'est cool. Euh, j'ai trouvé plein de tutos sur 1000 mois, je sais pas, visible. Je sais pas ce que tu veux faire avec ton... Je sais pas ce que tu comptes atteindre avec ton flash BIOS. Est-ce que tu veux juste flasher le BIOS pour mettre une nouvelle version? Est-ce que tu veux mettre une version avec des voltages débloqués? Est-ce que tu veux essayer de unlocker, je sais pas moi, des shredders ou des shaders, je sais pas comment on dit, ou un autre truc comme ça, des culs d'accord ou je sais pas quoi, ou c'est juste pour t'entraîner à flasher. Si tu nous dis déjà ce que tu espères, on pourra te dire si c'est possible ou pas, quoi. Première fois sur ce stream, merci pour cette qualité, c'est très intéressant. Bah de rien, content que ça te plaise, et puis n'hésite pas à revenir si tu as des questions, pose-les, on essayera d'y répondre. C'était pour Doliprane. Puis en plus, t'as un pseudo que j'arrive à lire. Ah, c'est bon ça. Pop, 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 tuto make-up. Eh ouais, tuto make-up, on pourrait dire ça comme ça. Bah voilà, je vous laisse 2 minutes, moi je vais commencer à ranger mon petit bazar. Si vous avez des questions, que ce soit sur ce qu'on vient de faire ou sur autre chose, en rapport avec l'overclocking de préférence, ou sans rapport si vous voulez, n'hésitez pas à poser des questions, dites-moi ce qui vous passe par la tête. Ah ouais, aussi important, cette année je vais essayer de faire plus de contenu, donc plus de streams plus régulièrement, etc. Donc s'il y a des choses qui n'ont rien à voir avec le débit des CPU, mais des sujets qui vous intéressent ou vous ne comprenez pas, à part la RAM, j'en vois déjà un venir avec ces timing RAM, à part la RAM, si vous avez des choses qui vous intéressent et que vous souhaiteriez que je vous explique, qu'on fasse des petites expériences, qu'on fasse des démonstrations, qu'on fasse peu importe quoi, n'hésitez pas à me suggérer, vous m'envoyez un message sur Facebook, hein, Wizerty, vous trouverez facilement, et puis ben, j'essaierai de le faire. C'est vrai que des fois je fais pas de stream par manque de temps, mais là je devrais avoir un peu plus de temps. C'est surtout aussi par manque d'idées, parce qu'à un moment, bah, trouver des idées qui intéressent les gens et sur lesquelles on peut leur apprendre des choses, c'est pas forcément évident, donc voilà, n'hésitez pas. Je vois pas de questions, alors je vais essayer de guetter pendant ce temps le temps de vous laisser cette histoire cette histoire de low latency là. Il m'a dit catégorie chaîne. Ok, je suis dedans. Donc en gauche, en bas, dans la catégorie paramètres, chaîne. Mhm. Alors, clé de stream, stocker les diffusions précédentes, héberger automatiquement, héberger les chaînes, priorité de l'hébergement, RAID, bonus. Mhm. Je ne vois pas, je ne vois pas. Alors, on va relire. À gauche, en bas, dans la catégorie chaîne. Ok, donc il doit y avoir un autre truc. La troisième option. Ah, latence normale, meilleure qualité vidéo, meilleure résolution, réduit la mise en mémoire tampon, latence faible, idéale pour une interaction quasi instantanée. Ok, bah écoute, je vois ça, et puis le souci c'est qu'ils disent que la qualité sera moins bonne. Alors est-ce qu'elle sera vraiment moins bonne? Est-ce que c'est léger ou pas? Euh, Parce que bon, si c'est pour avoir une qualité toute pourrie, c'est pas non plus top. Donc je sais pas, est-ce que tu as déjà testé toi, et puis tu as vu visuellement, tu vois une différence, ou alors est-ce que c'est vraiment très minime, et puis à part si tu regardes au microscope, tu le vois pas. Sinon je regarderai un petit peu sur internet, c'est ridiculeusement moindre. Et puis au niveau de la latence, c'est beaucoup plus rapide par contre. J'ai du mal, je sais qu'il y a une grosse latence parce que quand je regarde, quand je bouge ou un truc comme ça, que je vois la différence, ouais, je vois bien qu'il y a une grosse latence, mais je sais pas la quantifier quoi. MacGanja qui dit tu vas faire un live sur le 2990 WX. Ouais, dès que j'ai une carte mère, je le ferai. Tu passes de 8-10 secondes à 2-3 secondes. Ah bah écoute, à la rigueur je teste, je coche ça. Et puis si jamais ça va pas la prochaine fois, vous me le direz. Est-ce qu'il y a besoin que je valide quelque chose quoi? Voyons voir.
Non, visiblement c'est activé, donc prochain stream, ça devrait avoir un petit peu moins de latence sur le chat, on verra ça quoi. Et puis sinon, il y avait un autre, optimiser un setup de base BIOS, les bonnes pratiques. Ok, ça roule. Je mets ça dans ma boîte à idées. Donc, quelque chose, c'est Optimal qui dit ça. Donc, ça serait plus quelque chose qui n'est pas dédié à une carte mère. Plus quand tu veux modifier le BIOS, qu'est-ce que tu dois changer et de quelle façon. Ok, bah, je vais essayer de faire ça. Salut à Elixir, t'arrives un petit peu après la guerre. On était en train de discuter un petit peu des idées de stream ou de démo qu'on pourrait faire pour les prochaines choses. Donc si tu as une idée, n'hésite pas à nous balancer ça. Là, je suis en train de mettre à jour dans ma liste d'idées. Hop. Là, il y en a déjà pas mal des idées. On va essayer de mettre ça en place. Si j'arrive à tout faire, ça va déjà être cool. Hop. Optimiser un setup de base, des bonnes pratiques. Et ben voilà, c'est fait. Tu fais toujours tes godets? Non, je fais plus de godets pour le moment, par manque de temps et puis de besoin, parce que je crois que maintenant dans le commerce, t'en as tellement qui sont disponibles et puis les prix ont été pas mal réduits. Et j'ai plus forcément accès aux machines. Enfin, il y a plein de raisons qui fait que je ne fais plus de godets pour le moment, même si j'en ai fait quelques-uns quoi. Non, les bonnes pratiques, paramétrage, BIOS, OS, RAM. Bah ça, je l'ai déjà fait plein de fois si tu regardes sur les cartes mères, notamment le 7700K, le 8700K, etc. Je passe en général dans le BIOS, je passe une bonne vingtaine de minutes à expliquer tous les paramètres un à un et puis à dire ce qu'il faut mettre. Donc ça, tu peux regarder, ça existe déjà. Sur ma chaîne Twitch, tu dois les retrouver, puis sinon sur ma chaîne YouTube, normalement, il y a quasiment toutes les rediffusions de mes streams, donc n'hésite pas. Faire cuire une saucisse sur un CPU. Eh ben écoute, tu sais quoi, je prends. Je vais ajouter ça à ma liste. J'avais pensé aussi à vous faire un petit stream sur qu'est-ce qui se passe quand tu mets de la conducteur sur l'alu. Parce que c'est tellement ouf. Faut juste que je trouve le temps de le faire. Mais ça, c'est pareil, c'est un truc qui va vous plaire, j'en suis persuadé. Alors, ma liste, je l'avais déjà fermée, que je rajoute ça. Alors, je sais pas si je ferai cuire une saucisse, mais on peut essayer de trouver un truc à faire cuire quoi. Des CPU, j'en ai plein, des cartes mères, j'en ai plein. Euh, ouais, j'ai vu tous tes lives, même celui de 8 heures. Putain, le fan du fan. Bah, merci à toi, c'est sympa de m'avoir suivi. C'est vrai que les lives de 8 heures, et surtout qu'en général ça finit tard le soir. Alors je suis sûr que le live de 8 heures, tu vois, j'avais dit que ça serait un truc qui dure pas trop longtemps, et puis que ça, que ça a dégénéré, que ça a fini n'importe comment. De toute façon, ça finit toujours n'importe comment, donc ça serait pas étonnant. C'est du gallium, la conduite en haute. Ouais, je crois qu'il y a un peu de gallium dedans. Et c'est super violent, quoi. En gros, si tu le mets. J'ai déjà fait des essais, mais après, il faut laisser agir un petit peu. Donc, il faudra faire le stream en deux temps. Si tu mets la conduite en haute sur un rad en alu, et ben en fait, elle va finir par pénétrer à l'intérieur de l'aluminium. Et ton rad, tes alettes, tu les prends avec un doigt, tu tapes dedans, ton truc il tombe en morceaux, quoi. Et c'est super chaud, quoi. Doliprane qui demande c'est quoi un godet pour ma culture? Bah, attends, je vais t'en chercher un. Voilà, du coup, t'auras pas la sensation de poids, mais ça, c'est super lourd. Ça fait à peu près 3 kilos. J'imagine hein, ce qu'ils vont dire, c'est super lourd. Bref, voilà un peu à quoi ressemble un godet. Et donc ça, tu le mets, bah, tu vois, tu as la base, tu mets ça sur ton CPU, imagine que ça c'est le CPU, tu le poses dessus, et puis dans les cavités là, oh, c'est sombre ça, je sais pas, peut-être comme ça tu verras mieux. Dans les cavités, tu verses de l'azote liquide. Donc l'azote liquide, c'est un liquide qui est à moins 196 degrés Celsius. Et puis avec ça, tu peux refroidir ton ordinateur et l'emmener à des températures négatives, voire très très froides. Et puis plus le processeur est froid, plus tu peux l'overclocker. Et donc quand on fait de l'overclocking extrême, on utilise ce genre de godet pour pouvoir monter les fréquences du processeur bien au-delà. Alors sur lui, sur un CPU comme ça, c'est pas le plus extraordinaire, mais tu vois, genre là le processeur, on a calé à 4,6 je crois, 4,6 GHz, sous azote liquide tu peux monter à 5,6, donc tu gagnes en gros 1 giga. Sur des processeurs comme les FX d'AMD, mon record personnel il est à 8 Go 4 sous azote liquide. Donc ces processeurs là ça monte un petit peu moins parce que ça n'aime pas trop le froid et arriver à moins 100, vu qu'il y a des VRM qui sont intégrés dans le processeur, si c'est le FIVR machin, arriver à moins 100 en fait ça cesse de fonctionner. Alors que tu as des processeurs qui continuent à monter à moins 200 degrés. Donc voilà ce qu'est un godet d'azote liquide. C'est un espèce de récipient en cuivre, donc c'est taillé dans la masse que tu mets sur le godet sur le processeur pour refroidir.
J'ai bien cru que tu allais craquer, ouais, ça m'arrive des fois. Mais normalement, je suis quand même assez persévérant, alors, mais bon, il y a un moment quand t'en peux plus, quoi, surtout quand il est tard, quoi. Mais si le stream de 8 heures, c'est celui de la compétition Alsa, je crois qu'au final, j'avais bien fait de pousser parce que j'avais dû finir deuxième ou troisième, je crois que j'avais fini deuxième. Et du coup, j'avais gagné une carte mère, j'avais gagné des petits. Une peluche, et puis des petits goodies, enfin des trucs comme ça. Donc, ouais, c'était tout. Oh, pardon, excusez-moi, c'est le fait qu'il fait tout nuit là, je suis obligé de fermer les volets quand je fais un stream après, et la fatigue qui vient quoi. Tu payes combien le bloc de cuivre brut? Alors là c'est un godet, celui-là c'est le plus cher des godets, il s'appelle le Beast, donc la bête. Il est fait par Derbauer et donc le prix c'est, je sais pas Greg si t'es encore là, tu peux nous dire le prix, mais ça doit être plus de 300 € quoi. Et puis après, le moins cher que je connais, c'est celui de EK. Donc EK fait un petit. Donc il est plus petit, il tient pas sur des CPU aussi gros que ça, il tiendra pas la charge, mais sur les plus petits processeurs, ça marche bien. Et puis je crois qu'il est à moins de 200 €, un truc dans le genre. Donc moi, quand j'en faisais, j'achetais le cuivre et puis je l'usinais moi-même sur des machines. Je vous montrerai un jour les trucs que j'avais déjà fait, ils sont sympas. Je vais mettre aussi dans ma boîte à idées un truc sur les godets quoi. Hop. Alors, c'est lui les traces à gauche du clavier. Ouh. Oh, toi, t'as une bonne vue, toi. Je sais pas si. Tu veux dire ces traces-là? Ah, c'est lui. C'est ça. Je l'ai laissé quand je suis parti en vacances. Je l'ai laissé une dizaine de jours sur mon bureau retourné et t'as du liquide qui a coulé, parce que forcément, t'as du liquide qui a coulé et ça a fait. Pourtant, je pense pas qu'il y ait du cuivre à nu. Enfin, normalement, il est pas censé avoir de cuivre à nu dedans, sauf peut-être sur les cavités internes qu'on ne voit pas à l'œil. Mais ça fait comme du. Tu sais, le verre de gris, là, le cuivre, quand ça s'oxyde, ça fait la même couleur, quoi. Donc peut-être qu'il y a eu de l'eau dedans qui s'est. Mais en tout cas, ça a bien niqué mon bureau, et même avec mon produit magique, ça veut pas partir, quoi. J'essaierai de poncer un jour le bureau, mais. En tout cas, bien vu. Celui-là, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est d'Herbauer. Moi, j'en ai fait plein d'autres, je pourrais vous montrer un jour. Euh, y a-t-il une rencontre de prévue dans le pays de la moutarde? Non, mais si tu veux passer à la maison, je t'accueille avec grand plaisir. Donc, si jamais voilà, tu veux venir voir en vrai comment ça se passe, surtout si t'es un fan inconditionnel qui t'est tapé un stream de Wizardry de 8 heures, tu vois, tu peux venir à la maison, il a pas de problème. Euh, Dark Gregor, 450 € de mémoire le Beast. Ouais. Et puis il dit mieux vaut prendre le T-Rex à 350 €. Alors le Beast, donc c'est le godet d'Herbauer qui est fait pour les processeurs déjà costauds, hein, il tient déjà bien la charge, mais maintenant il en a fait un encore plus gros, mais je sais pas le prix. Un pour les Threadripper justement. Et puis le T-Rex, c'est le concurrent on va dire de d'Herbauer qui s'appelle Kingping, qui lui aussi fait des godets. Et donc lui il a des godets qui s'appellent. Comment il s'appelle? Le Venom, et puis. Putain, oh, le trou de mémoire, le truc quoi. Le truc Dark là. F1 Dark, c'est. Non, je sais même plus le nom. C'est quoi le F1 Dark, son nom complet? Enfin bref, il a des godets et là il en a fait un nouveau qui s'appelle le T-Rex, qui est fait pour les très gros processeurs. Et donc visiblement, d'après Greg, il serait quand même moins cher quoi. C'est un as que tu as en arrière-plan à droite. Alors, oh putain, déjà la droite et la gauche, j'y arrive pas. Alors là, si je suis en plus obligé d'imaginer de quelle droite tu parles. Euh, Alors, je pense que tu parles de ce truc-là. Je suis un peu trop gros. Non, c'est un boîtier PC. C'est le boîtier PC Wizardry. Mon as, j'en ai un, mais il est en bas. Je l'ai toujours pas mis en service depuis 2 mois. C'est juste pour cacher, attention, c'est juste pour cacher ma prise électrique parce que sinon tout le monde me dit tout le temps oui, une prise électrique qui flotte, c'est pas très prudent. Et donc là, c'est un petit boîtier de couleur master. Je saurais même pas te dire le nom du boîtier de base. Si je cherche, ça doit être écrit par-dessus. Il a la particularité d'avoir. Allez, tu vas descendre toi. Il a la particularité d'avoir des façades magnétiques et Cooler Master, vu que c'est mon sponsor, a fait des façades magnétiques Wizardry. Donc je trouve que c'est super cool. Et du coup j'aime bien, mais là pour l'instant il n'y a rien dans le boîtier. C'est celui que j'utilisais pour mon stream sur le Computex. Mais là il y a juste une Alim, une V-Série 850 dedans et puis un AIO, mais il y a pas la carte mère. Et donc le boîtier ça serait un. Je me renseignerai, je te redirai. Donc non, c'est pas un as.
J'hésitais à le mettre en H24 celui-là dans mon bureau. Hop. J'arrive. Bah bien, non, sérieusement, hein, si jamais tu veux passer un jour, tu me dis, y a pas de souci. Chope-moi sur Facebook, pareil, Wizerty, ou alors si tu connais mon nom, ajoute-moi à Facebook et puis tu me dis que c'est toi. Mais dis-moi bien ton pseudo aussi de Twitch, parce que vu que vous n'avez pas tout le temps les mêmes pseudos sur Twitch et sur Facebook, des fois je suis un petit peu perdu quoi. Sympa le t-shirt. Il est pas tout récent celui-là, je crois qu'il y a 2 ou 3 ans. C'est un t-shirt de Cooler Master aussi. Je l'avais fait taguer par tous les gens qui avaient fait la bench party avec moi. Donc c'est tous des noms d'overclockers qui ont signé le t-shirt avant de repartir quoi. Ensuite, je sais que c'est cher, mais as-tu pu tester l'hélium liquide? Non, putain, pardon. Mais ouais, mais là tu me pousses dans. Tu me pousses sur un terrain aussi. Non, j'ai pas encore pu. Je voudrais trop, 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 trop le faire. Juste, ça coûte une couille. Et puis, chez moi, je sais que je ne pourrais pas le faire. Donc, je cherche une opportunité pour pouvoir le faire. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai pas encore eu l'occasion. Pourquoi l'hélium liquide? Parce que l'azote liquide, donc c'est ce que je vous présentais tout à l'heure en parlant du godet, qui est de ce côté-là. L'azote liquide, c'est à moins 196 degrés. Donc, plus le processeur est froid, plus il peut aller vite, sous réserve qu'il supporte, bien évidemment. Et vu que l'hélium liquide est encore plus froid que l'azote liquide, théoriquement on doit pouvoir aller plus haut en fréquence. Le souci c'est que l'hélium liquide est super 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 cher et puis qu'il a une capacité calorifique qui est plus faible que l'hélium, que l'azote. Donc il en faut beaucoup plus et il est beaucoup plus cher, il tient moins la charge, etc. Donc c'est pas facile à manipuler, c'est pas facile à se procurer, ça coûte super cher, mais en tout cas c'est super classe de pouvoir dire, tu vois, j'ai fait une tentative d'hélium liquide. Donc j'espère qu'un jour je pourrai, mais en tout cas j'ai pas encore eu le temps. Alors ça vous passionne les teases de Nvidia sur les nouvelles CG? J'en ai regardé zéro. J'ai juste vu passer un nom, genre 2080, je sais pas quoi, avec deux noms différents. Mais je sais rien de plus. Et puis pour l'instant, j'ai tellement à faire avec ce qui est déjà sorti que le teasing de ce qui va sortir, j'ai pas le temps. Mais en tout cas, si tu veux partager avec nous ce que tu as vu, ou poser des questions, ou nous dire des petites caractéristiques techniques intéressantes, n'hésite pas. Euh, J'espère que je mettrai la main dessus à un moment ou à un autre. Là, j'ai pas encore eu le temps quoi. Là, j'ai plein de tests qui attendent, notamment celui du Threadripper 32 cœurs. Normalement, j'aurais déjà dû le faire, mais j'ai eu un petit souci de carte mère, donc j'ai pas pu. Et puis, j'ai un test aussi d'un water cooling, un gros water cooling qui est juste là, que je dois faire. C'est un article pour Tom's Hardware. C'est avec des tout nouveaux rads en cuivre qui sont super épais de Thermaltake. Donc on verra ce que ça donne. Je pense commencer ça demain. J'avais le projet d'Asus, le Winboat avec Yerect. Vu que le 7 et 8 septembre, on sera à Absolute PC pour présenter le mode Asus, il fallait que je fasse les modifications du waterblock, l'usinage, etc. Donc là, ces 3 derniers jours, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai modifié le waterblock EK, donc celui dont j'ai parlé le stream précédent. Donc je suis allé usiner un petit peu ça, j'ai enlevé du cuivre, j'ai recoupé un petit peu des vis, etc. Pour le faire compatible avec le Direct on Die. Vu que c'est un waterblock full cover, il n'y était pas de base. Et puis j'ai eu un petit peu de mal parce que je sais toujours pas pourquoi. Mais en gros, quand tu retires un IHS, l'IHS j'ai mesuré, donc j'ai fait de la métrologie dessus, j'en ai fait sur 3 IHS, il fait 2,03 mm d'épais. Donc si tu veux, quand tu retires 2,03 mm d'épais, tu t'attends à usiner les pièces de 2,3 mm d'épais, puis tu vois, tu as 2,03 mm d'épais, puis tu devrais retomber au même. Tu vois, si tu enlèves ça, puis que de l'autre t'enlèves ça, ben, ça devrait s'égaliser. Et donc c'est ce que j'ai fait quand j'ai fait les montages à blanc avant de les mettre en route pour vérifier. Ben, ça plaquait pas complètement sur le processeur pour une raison que j'ignore, parce que c'est totalement illogique. Mais du coup, ben, il a fallu que j'aille usiner, il a fallu que je remonte tout, il a fallu que je fasse des essais à blanc. Et c'est en faisant les essais à la main, tu sais, pour voir, j'ai mis de la pâte thermique, j'ai fait le contact avec la main, puis quand je l'enlevais, ben, je voyais qu'il y avait une partie du processeur où ça touchait pas. Et donc pour pas flinguer le processeur, ben, je suis parti réusiner le bloc. Donc j'ai renlevé 3 dixièmes, donc 0,3 mm, c'est rien du tout, mais il n'y a pas de logique quoi. Normalement, il n'y aurait pas dû avoir à le refaire, donc je sais pas. Et après, ben, il a fallu que je redémonte tout, que je remonte tout, enfin que j'usine entre temps, que je renettoie, etc. Et au final, ça fonctionne, mais voilà, je sais pas pourquoi il a fallu que j'enlève un petit peu plus. C'était assez étrange. Donc hier, j'ai fait les tests en direct die avec le Waterblock Full Cover de la Rampage 6 Extreme. Et puis ça fonctionne bien. Donc là, je vais préparer un petit article pareil pour Tom's Hardware pour vous montrer un petit peu tout ça.
vous montrer les différentes étapes, donc comme le bloc était, comment je l'ai modifié, où est-ce que j'ai enlevé de la matière. Je crois qu'il y a des photos aussi où je suis en train de l'usiner. Et puis après le résultat, donc le test où ça n'a pas marché, le fait que j'ai réusiné, et puis après où j'ai réussi et où on voit que ça plaque bien. Donc normalement il y aura tout ça qui arrive aussi sur Tom's Hardware, et puis après il y a plein d'autres tests sur des IGP d'AMD, enfin voilà, il y a plein de choses qui arrivent en termes de contenu. Alors on nous dit le compte à rebours de 3 jours sur Twitch est ridicule. Alors je ne l'ai pas vu non plus. Bon, si c'est ridicule, on va pas perdre de temps à aller regarder. Et si tu fraises l'IHS pour être sûr qu'il soit bien plat. Alors, même si tu flashes le. Même si tu flashes le. Tu flashes. Même si tu usines l'IHS pour qu'il soit bien plat, tu auras toujours une interface thermique, donc de la pâte thermique entre le die et l'IHS. Et le problème, c'est pas qu'il soit plat ou pas, c'est vraiment que tu as une couche de pâte thermique. Donc, si tu veux, la chaleur, à chaque fois qu'elle doit traverser un matériau qui est peu conducteur, donc la pâte thermique c'est conducteur, mais c'est très très mauvais comparé à du métal. Donc ton die il est chaud, il va vouloir faire passer les calories. Donc là tu as de la pâte thermique, donc ça va ralentir la propagation de la chaleur, donc c'est pas bon. Après tu as l'IHS, donc là la chaleur elle va aller vite dans l'IHS, puis après tu as encore de la pâte thermique où elle va aller pas vite, et puis après tu as ton système de refroidissement où elle va aller vite. Donc en gros la chaleur elle va vite, pas vite, vite, pas vite, vite, et puis ça la ralentit, et donc tu as du mal à l'évacuer. Alors que si tu délites ton processeur, que tu mettes de la conductonote, donc qui est bien meilleure que de la pâte thermique, que tu remettes ton IHS et que tu remettes de la conductonote et que tu remettes ton truc, la pâte thermique elle va aller vite, moyen, vite, moyen, vite, et donc là déjà tu es beaucoup moins limité. Mais imagine que tu enlèves l'IHS et que tu enlèves une couche de pâte thermique et que tu mettes directement ton système de refroidissement sur le die avec de la conductonote, du coup la chaleur elle va aller vite, moyen, vite, et globalement elle est évacuée beaucoup plus rapidement que quand tu avais plus d'interface. Et donc l'idée quand on fait du délit ou qu'on fait du direct die, c'est vraiment ça, c'est de retirer des goulots d'étranglement, des endroits où la chaleur se transmet moins bien pour favoriser l'évacuation des calories. Donc voilà, même s'il était plat, ça serait moins pire parce que du coup tu aurais une couche de pâte thermique qui est plus fine, mais tu aurais quand même une couche de pâte thermique. Bon ben voilà, bon j'ai débordé comme d'habitude, j'avais dit que je ferais un petit stream de 30 minutes, bon, je savais bien que je déborderais un petit peu, mais au final avec toutes ces explications on a 1h20, on a un petit peu mis 3 fois plus de temps. J'ai pas regardé exactement, après on a passé aussi pour les tests, vu qu'on a eu ces petits écrans bleus qui visiblement étaient dus à la RAM, parce qu'après quand on a remis le cache à 32 et qu'on a remis le processeur à 4.6 ça passait, donc les écrans bleus qu'on a eu au départ c'était dû sans doute à la RAM. Je referai des tests demain quand le processeur sera sec. Donc voilà, le délit dans lui-même ça dure vraiment 5 minutes, c'est tout ce qu'il y a autour qui prend un petit peu de temps. Bon ben voilà, en tout cas je vous remercie de m'avoir suivi, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton pour me suivre, au moins vous serez prévenu quand je lance des streams, parce que comme là aujourd'hui voilà, j'ai pas pris le temps de l'annoncer, donc il fallait juste que ça se fasse entre guillemets rapidement. Donc n'hésitez pas à souscrire, à vous abonner, etc. Il y a ma page Facebook aussi, Wizerty, si jamais vous le souhaitez. Et puis merci pour vos idées aussi sur les streams, j'essaierai d'en appliquer, d'appliquer celles dont vous m'avez suggéré. Il y en a certaines que je faisais déjà. Après faire cuire la saucisse, j'ai jamais fait, mais j'essaierai de réfléchir à un truc dans ce style-là, qui soit pas non plus trop débile, mais qui reste un petit peu fun quoi. Allez, je vous dis à très bientôt, ciao.